Bonjour chers amis du Cercle Aristote, bienvenue sur la chaîne YouTube pour un nouvel entretien, un nouveau livre, un nouvel auteur. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir François Berthe. François Berthe, bonjour. Bonjour. François Berthe, on vous reçoit aujourd'hui pour votre nouveau livre. Vous en avez déjà sorti un en 2016 qui s'appelle Le temps des chefs est venu à Edelweiss Éditions. Et là, vous revenez avec un nouveau livre en 2024 qui sort aux éditions Artege. Le titre, ça s'appelle Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. Tout un programme. Mais premièrement, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas, notamment les spectateurs du Cercle Aristote, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Oui, donc François Bert, moi je suis au départ Saint-Cyrien, j'étais officier parachutiste à la Légion étrangère pendant un certain temps et j'ai pu du coup avoir une première expérience opérationnelle très riche dans un univers humain dense. Et puis après ça, j'ai eu un certain nombre d'expériences très variées, notamment au cœur de la crise financière en finance. Et puis j'ai créé il y a 13 ans Edelweiss RH, qui est une structure qui accompagne les dirigeants au discernement. Et pour être un peu plus concret, j'ai 4 activités. Il y a une partie que j'appelle l'ostéopathie d'organisation, qui est que j'interviens précisément dans les crises humaines des entreprises pour savoir qui est qui a sa place, qui manque, comment remettre le collectif en mouvement. La deuxième activité, c'est l'accompagnement des patrons au discernement. Et donc, voilà, public ou privé. La troisième, c'est la formation au discernement, que ce soit par la structure Edelweiss auprès d'un certain nombre de comptes publics et privés, mais aussi par l'école du discernement que j'ai créée il y a maintenant 5 ans, qui s'adresse, elle, à tout public qui veulent justement rencontrer des univers différents. Et enfin, j'ai une activité d'écriture et de chronique que dans les médias audiovisuels ou écrits, et puis effectivement par les livres, dont le 4e vient de sortir. Voilà, donc effectivement, c'est pour ce livre. Il me semble que vous n'étiez pas encore venu sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote. Vous êtes nouveau. Voilà, sur la chaîne YouTube. J'avais déjà fait une conférence pour le Cercle Tout Aristote à en fait. direct, mais la chaîne YouTube, non. Ah, ouais, parfait. Bon, on est ravis de vous recevoir. Comme ça, vous aviez fait le tour, vous avez fait les conférences, soit les rendez-vous du lundi, bien entendu, ou les cercles de province. Et puis, évidemment, là, c'est pour la chaîne YouTube, pour votre nouveau livre. Alors, la première question, la question qui est centrale au livre, et ça va servir un peu de présentation. Après, on rentrera un peu plus dans les détails. Mais la première question, c'est suffit-il d'être intelligent pour savoir décider? C'est un peu la question à laquelle vous voulez répondre dans cette vidéo, et surtout dans cet essai, dans ce livre. Alors, François Bert, suffit-il d'être intelligent pour savoir décider? Immense question, n'est-ce pas? Alors, quand on répond à la question, forcément, on se tourne tous vers les élites qu'on peut connaître en politique ou en entreprise, en se disant, on a l'impression qu'on a affaire à des gens intelligents au vu d'un certain nombre de critères, et pour autant, on ne peut pas dire que la somme de leurs décisions nous éblouissent par leur pertinence dans le temps et au vu de la moisson qu'on peut en mesurer. Donc, c'est sûr que si on répond déjà sous cet axe-là, on s'interroge sur le lien intelligence-décision. Le vrai sujet, à vrai dire, c'est celui de savoir qu'est-ce qu'est l'intelligence. Intelligence intelligere, liée entre, en latin, est-ce qu'il s'agit de lier simplement des idées entre elles? Ça s'appelle la synthèse. Ça donne Attali, voilà. Et soit c'est lier des gens entre eux, ça s'appelle le consensus, c'est plus Hollande, voilà. Ça permet des connexions. Il y a un grand absent. Il y a un grand absent qui s'appelle le contexte. Le contexte, vous voyez, c'est la réalité dans le temps, c'est-à-dire quelque chose qui n'arrête pas de bouger et qui demande non pas de la pure mécanique cérébrale, mais une qualité intérieure d'écoute pour laisser décanter ce qui mérite d'être pris en compte et de concentrer ses efforts dessus. Donc, on pourra revenir dessus. L'histoire même de l'intelligence à travers les pans que j'ai déjà levés sur la mécanique cérébrale, l'intelligence humaine et l'intelligence contextuelle amène à être redéfinie. Et je pourrais y revenir peut-être plus tard dans les questions, mais un des chapitres clés du livre est de dire sortir du monde bipolaire. On a aujourd'hui, quand vous regardez l'enseignement de manière générale, 2 pans majeurs. Il y a
l'intelligence de savoir, de savoir-faire, tout ce qui a pu participer dans notre construction de civilisation sur ce qui demeure de manière un peu fixe, ce qui a permis des sociétés qui étaient à la fois structurées mais un peu rigides aussi. De l'autre côté, vous avez toute la science émotionnelle, toute l'intelligence du savoir-être, qui, elle, va vers quelque chose de beaucoup moins défini, qui va vers une certaine tentation liquide. Bah, entre les deux, il y a une intelligence hybride, qui est le savoir décider, qui, comme un peu la tactique quand on fait la guerre, a des règles bien définies. C'est en ça qu'elle est hybride, mais s'alimente à quelque chose d'extrêmement mouvant, d'extrêmement relatif, qui s'appelle justement le contexte. Alors, quelles sont les règles justement pour bien savoir décider, justement, de cette situation un peu hybride où on tient compte justement du contexte? Vous avez dit il y a des règles strictes comme dans la tactique. Quelles sont un peu les règles, les grandes règles générales, sans rentrer forcément dans le détail, mais du savoir décider? Voilà, alors, il y a, j'allais dire, une distinction fondamentale. Et après, il y a, pour moi, trois principes. Et puis, on pourra peut-être après aller un peu plus loin dans la mécanique elle-même de la décision. La distinction fondamentale, c'est que pour moi, il y a deux niveaux de décision. Il y a la décision stratégique et la décision courante. Quand vous regardez aujourd'hui la manière dont les décisions sont prises en politique comme en entreprise, vous voyez qu'il y a souvent une double erreur, c'est qu'on va décider très vite de choses majeures. Regardez l'Ukraine, regardez le conflit israélo-palestinien, regardez toutes les étapes du Covid, etc. Il y a des choses qui sont décidées très très vite, alors même que ça demande de comprendre tout ce qui est en cours, tout ce qui est en jeu, les intentions. Et à l'opposé, les mêmes qui vont se positionner très vite émotionnellement sur des sujets d'ampleur vont être incapables de décider toutes ces petites choses du quotidien qui nous facilitent la vie. Et donc, sur la décision courante, là, pour le coup, les gens sont très lents. Il faut faire l'inverse. Donc, première règle dans la décision, distinguer les deux, comprendre qu'il y a des décisions qui ont besoin d'éléments suffisants pour se décanter. Voilà, je dis pour ça qu'il faut laisser la décision en chambre de faisanderie, laisser faisander la viande. Voilà. Et à l'opposé, toutes les décisions courantes qui, elles, vont devoir être prises vite. Là aussi, il y a toute une série de règles que je développe après dans le livre sur le fait d'accepter des pas intermédiaires pour se construire. C'est là que j'en viens aux trois règles qui vont déjà commencer à éclairer ce sujet-là. Première règle pour moi, c'est que une décision parfaite, ça n'existe pas. C'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont fait de la décision quelque chose qui pourrait être rattachable justement aux sciences dures, en disant il y a un corrigé. Pour rire un peu, on pourrait dire c'est comme quelqu'un qui attendrait d'aller dans l'au-delà. Dès qu'il arrive dans l'au-delà, il demande le corrigé. En disant c'était quoi le corrigé de mes décisions? Ah zut, j'ai fait la réponse 3 à la question 2, à la question B. Vous voyez, comme il y a dans les livres de loisirs, à la fin, le corrigé des jeux. Non, ça n'existe pas. Pour donner ça en une autre image, la vie, ce n'est pas le canal du Midi avec écluses numérotées. La vie, c'est un torrent de montagne à canaliser. Donc, si on croit qu'il y a un corrigé, on passe son temps, en fait, se mettre une pression considérable parce qu'on cherche une perfection qui ne sera jamais atteignable. Donc ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que décider, c'est créer de l'action. C'est bien pour ça que la décision parfaite n'existe pas, parce qu'une décision ne se mesure pas dans sa conception, mais dans son exécution. Non pas donc a priori, mais a posteriori. Décider, c'est créer de l'action, c'est créer un espace d'action nouveau. Et donc, l'enjeu même de la décision est presque plus l'énergie qu'on met à la réaliser que le temps mental passé à le concevoir. Donc, pour vous donner un exemple, si on veut un restaurant parfait pour satisfaire un groupe qui sort le soir, le temps d'accumuler les critères, on se retrouve à 11 heures, il y a peut-être le restaurant parfait, mais c'est trop tard et l'ambiance est pourrie. Vaut mieux aviser le restaurant moyen d'à côté, vérifier qu'il a les options fondamentales pour passer une bonne soirée, y aller tôt et mettre une ambiance de folie pour que ce soit un bon moment. C'est l'exécution qui va valider la décision. Et enfin, troisième point, on ne mesure pas une décision sur un point,
mais sur une trajectoire. Parce que il faut du temps pour réaliser. Vous voyez, là aussi, en écho à ce que j'évoquais du monde bipolaire, pourquoi il y a aussi peu de chefs aujourd'hui en politique et aussi dans certaines entreprises, ça dépend lesquelles. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde d'instantané. Donc, un monde instantané, il veut du résultat immédiat apparent. Donc, il veut du savoir décongelé de tous les experts qui se baladent sur les plateaux à répéter des vérités éternelles sans prendre le temps de les contextualiser. Vous voyez? Désolé, c'est l'image que j'ai. Ça donne du Bernard-Henri Lévy qui incante des principes éternels à tous endroits et qui nous fait la Libye. Et qui, parce qu'il dit il y a un dictateur, on va aller le battre, et qui nous incante cette vérité pure, fait des calamités parce qu'à aucun moment il a pris en compte ce que ça allait être en processus général. Parce que dès qu'on touche à la décision, on est dans un domaine relatif. Voilà. Et ça donne sinon de l'émotion sur commande, qui est aussi instantanée et qui fait croire qu'il suffit d'émettre une émotion à un moment donné pour régler le problème. Ça donne Samuel Paty. On va faire un long communiqué, on va faire un truc hyper émouvant, ça va régler le problème. À quel moment ça règle le problème? Donc c'est bien pour ça que être chef, c'est rentrer dans la complication de l'action. Décider, c'est entrer dans la complication de l'action. Et rentrer dans la complication de l'action, bah, c'est rentrer dans une trajectoire avec du plus ou moins bien, mais à la fin des fins, ça tient la route. Parce que précisément, on a su traverser la difficulté. Et à la lumière de ça, on va rentrer un peu plus dans le concret maintenant qu'on a un peu posé les bases théoriques. Alors, j'imagine qu'elles sont bien plus détaillées dans le livre, les formations, etc. Mais bon, on n'a pas un temps extensible non plus. Au niveau des cas concrets, si on regarde maintenant nos élites macroniennes parisiennes en France, justement, quel est le principal problème? Enfin, il y en a beaucoup, hein, mais quel est au niveau de la prise de décision et au niveau du discernement, du choix qui doit être fait, quel est justement le principal problème? Est-ce que c'est un excès d'émotion, un excès comme vous avez dit, de décision courante ou comme ça? Ou est-ce que c'est un manque de vision stratégique? Est-ce que c'est une corruption? Comment est-ce qu'on peut, au niveau voilà, l'action détermine, les actions qu'on a vues déterminent voilà, le fait que ça n'a pas été une réussite. Quel est le principal problème au niveau de la prise de décision? Moi, j'en vois au moins trois. Et vous voyez, je vais rester le plus fonctionnel possible. C'est comme ça que j'essaye d'aborder les sujets, c'est-à-dire justement pas dans une analyse idéologique, mais dans une analyse fonctionnelle, qui est pour moi la cause majeure de nos maux. La première, elle est évidente pour moi, c'est un problème de casting. On a une élite politique qui n'est pas une élite de décideurs. Hein, donc ça, c'était notamment la thématique de mon premier livre, Le temps des chefs est venu, c'était de dire, j'avais eu l'image à l'époque en disant, si la politique est une jungle, on a une alliance de tartarins et de botanistes, c'est-à-dire de vendeurs de jungle qui ne savent pas rentrer dedans, puisque l'élection est une vente. Donc, on a un système qui va aller vers la personne qui va mieux savoir vendre ce qu'elle va faire après sans forcément savoir le faire. Et elle s'allie avec une élite technique, vous voyez, euh, qui semble appuyer le propos parce qu'il y a un front technique. Mais si je file la métaphore du botaniste, au moment où un serpent nous tombe dessus dans la jungle, le sujet n'est pas de qualifier sa couleur d'écaille ou son cycle de reproduction, mais de le tuer vite. Et donc ce n'est pas d'un expert des espèces dont qu'on a besoin, mais c'est d'un expert du danger qu'on a besoin à ce moment-là. Vous voyez? Et donc, le premier sujet, c'est le casting, puisque effectivement, les chefs ayant une moisson différée parce qu'il leur faut le temps pour faire, dans un système d'immédiateté par la vente, l'émotion, par l'expertise pure, comme on a dans toutes nos sélections, on n'a pas les bonnes personnes. Donc, si je reprends le premier sujet sur ce problème, mais qui d'ailleurs n'est pas, ça fait un certain temps que ça dure. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron, il n'y a pas que l'équipe macronienne, macroniste qui a fait ça. Ça date depuis plus longtemps. Donc, il y a un premier sujet de casting politique qui fait que du coup, que font des hommes politiques qui ont été mis en place sur la base de l'émotion? Ils continuent à communiquer. Ils ont vendu pour arriver au pouvoir. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils communiquent. Ils restent dans leurs sensations. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet pour moi, c'est un problème de rapport à la réalité. Là aussi, il est double. Là, il y a peut-être quelque chose qui est plus marqué chez Emmanuel Macron, même si pareil, il n'a pas l'apanage de ça. Il y a une certaine forme de déni de réalité. Et donc, ça se manifeste comment?
Notamment par l'absence de contradicteurs. Ce qui me frappe quand je vois l'entourage immédiat d'Emmanuel Macron, je vois beaucoup de gens de moins de 30 ans, ou en tout cas de la trentaine, qui sont, ouais, vous voyez, qui sont des fans, qui vont toujours dire au président que tout va bien, qui entretiennent une espèce de bulle. Et donc, un des premiers services que peut se créer un dirigeant qui se respecte, c'est de mettre dans son équipe des gens capables de le confronter, de lui dire la vérité des prix pour qu'il colle à la réalité. Je pense qu'il y a un vrai manque de contradiction, il y a un vrai manque de remise en cause, de retour régulier à la réalité dans cet entourage-là. C'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que je rêve qu'il y ait une chambre de discernement au gouvernement. L'essentiel des décisions doit se décanter dans le silence. C'est-à-dire que, on pourrait le dire comme ça, prendre une décision stratégique, c'est faire le tour d'une sculpture, pas regarder une peinture. Les médias nous montrent des peintures à longueur de temps, qui sont des appels émotionnels. Il faut se positionner tout de suite sur ce que suscite l'émotion de la photo. Sauf que l'émotion, elle est forcément, dans beaucoup d'événements, fabriquée, orientée par ceux qui l'émettent. Le devoir de celui qui veut décider, c'est de dire, je ne vais pas me laisser influencer par cet axe qu'on me soumet, je vais faire le tour du sujet, je vais laisser décanter, je vais voir quelles intentions il y avait derrière l'événement. L'Ukraine, il y a un cas d'école d'un sujet qui est compliqué, qui mérite de dépasser l'événement de l'agression de la Russie sur l'Ukraine pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les intentions, quelles sont les alliances, quels sont les positionnements, quelles sont les conséquences. Pour ça, il est urgent de se taire pour laisser s'imposer l'évidence qui va avec. Alors il y a une autre question, parce que là on a pris un exemple un peu politique, moi il y a une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que le processus, justement, les bonnes pratiques, ou au contraire les mauvaises pratiques, sont les mêmes, que ce soit, ou alors, ou alors la question c'est justement, est-ce qu'il y a des vraies différences entre la sphère politique, diplomatique, la sphère militaire, et voilà, sur le terrain, et la sphère d'entreprise? Est-ce que au niveau du processus de décision, parce qu'on est dans plein de situations avec des contextes différents, mais où il y a des décideurs, que ce soit une hiérarchie, des mandats, etc. Est-ce que les solutions, on va dire, peuvent être mises, des bonnes pratiques sont les mêmes, ou alors au contraire, on doit vraiment adapter en fonction du contexte et de la type de structure, du type de structure, excusez-moi. Mais donc, il y a bien sûr des contextes particuliers dans lesquels chacun de ces types d'autorités sont exercés. Donc, il faut intégrer au départ. Comprendre un contexte, c'est partir de la situation telle qu'elle existe au départ. Le contexte particulier du politique fait effectivement une omniprésence du médiatique et ce que je mettrais quand même comme facteur très limitant aujourd'hui, c'est une judiciarisation de l'action politique telle que toute action a des conséquences lourdes au niveau judiciaire, ce qui oppresse beaucoup le temps long de l'action. Donc ça, effectivement, il faut reconnaître que le politique a cette pression-là du judiciaire en permanence. Ce judiciaire apparaît d'ailleurs aussi de plus en plus au niveau économique, à pas mal de points de vue pour les mandataires sociaux ont un certain nombre voilà, de répercussions par rapport aux décisions qu'ils vont prendre et donc ils sont obligés de le prendre en compte. Mais ceci étant posé, pour moi, il s'agit précisément de ramener tout le monde à un axe universellement partagé qui s'appelle la mission. C'est-à-dire que c'est tout un pan que je développe dans le livre. Il y a deux vertiges de l'autorité aujourd'hui. Il y a le vertige de la loi, le vertige du lien. C'est-à-dire que dans la manière d'exercer l'autorité dans toutes ces structures-là, il y a la tentation soit de justement, vous voyez, le politique finit par pâtir de ce qu'il a lui-même créé, c'est-à-dire qui combat par l'épée périra par l'épée, qui combat par la loi périra par la loi. À force de tout mettre dans des lois au lieu d'occuper l'espace par du discernement, on finit par se retrouver piégé par une surabondance de lois. Si je reviens à mon image du botaniste, le politique a cru, comme le botaniste, que tout prévoir dans le dictionnaire
prémunirait des dangers futurs. Bah oui, pour le politique, c'est dire je vais mettre tout dans la loi, du coup, comme ça, je serai peinard pour la suite. Sauf que le réel est inventif, il ne cesse pas de remettre en cause la loi. Hein, le réel, vous savez, c'est comme les Allemands avec la ligne Maginot. Ils contournent. Donc, on peut faire les dispositifs les plus aboutis qui soient, il y aura toujours un lieu à revisiter, d'où le fait de remplacer la structuration de la loi par la présence mentale pour la décision. Et donc, vous voyez, ce qu'on voit sur ce rapport à la loi au niveau politique, pour moi, est assez évident. Sur la partie, donc ça, c'est tout le vertige de la loi. Et donc, on va se retrouver dans une autorité qui croit que émettre les lois dispense de discerner. Le vertige du lien, qu'on voit aussi en politique, qu'on peut voir aussi en entreprise, c'est de croire que l'unique enjeu de l'autorité, c'est établir une relation. Et donc ça donne soit des débonnaires, soit des autoritaires, et d'ailleurs consécutivement. Puisque l'enjeu, c'est la relation, soit on est trop gentil et on se laisse dépasser par les événements, vous voyez. Pour moi, c'est un peu le mandat de François Hollande, hein. Et c'est un peu le règne de Louis XVI. Bon, je ne les mets pas au même niveau, rassurez-vous, mais il y a des tendances là-dessus. L'excès de rapport à la conquête du lien en mode je vais plaire ou je vais être monsieur normal ou je vais être gentil, du coup on va me suivre, ça donne ça. À l'opposé, ceux qui voient bien que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir quand même maintenir cette adhésion, mais soit par la force, ça c'est Robespierre, c'est-à-dire le principe de toute souveraineté réside dans la nation, donc tout ce qui dépasse le découpe. Donc toutes les insurrections de l'Ouest, du Lyonnais, de Normandie, etc., ça dégage. Vous retrouverez d'ailleurs le même scénario dans toutes les dictatures, que ce soit Hitler ou Staline. On élimine tout ce qui ne correspond pas à la matrice. Nation aryenne, donc on tue les juifs et les tziganes, et dictature du prolétariat, donc on tue tout ce qui ne rentre pas dans le prolétariat rêvé qu'on s'est fixé. Et donc, ce côté totalitaire, là, j'en donne la dimension extrême, mais aujourd'hui, ça prend d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire en sorte, par exemple, de culpabiliser à tout prix toute forme de pensée qui n'irait pas dans ce sens de cette unanimité que l'on veut à tout prix établir. Voilà. Et donc, quand on est dans cette posture-là, on se perd forcément dans un combat émotionnel, dans un combat informationnel illimité. Vous voyez tout le rapport aussi aux fake news, où on veut se battre contre les fake news, mais le gouvernement lui-même peut être amené à mentir, donc il décrédibilise cette posture-là. Voilà. Comment on se tire de ces deux lieux, pour moi, d'enlisement, vertige de la loi, vertige du lien? On s'en tire par le fait de rétablir la mission, c'est-à-dire, pour moi, l'autorité, c'est la puissance d'accomplissement de la mission. On est reconnu parce que par nous, la mission continue. C'est quoi la mission d'un chef? C'est pour ça qu'après, il faut chaque fois la redéfinir. C'est là que c'est un point commun. Mais dans l'entreprise, elle est assez clairement identifiée que la mission d'un chef d'entreprise, bah, c'est de permettre la croissance au sens large, c'est-à-dire la croissance du chiffre, mais aussi la croissance des gens, pour qu'il y ait un épanouissement collectif durable, et ils fassent vivre cela par étapes. Comment je définis la mission? L'actualisation du débouché collectif, faire en sorte qu'à tout moment, le collectif progresse sur l'objectif qui lui revient en fonction des circonstances. Bah, c'est tout à fait applicable aussi, vous voyez, au niveau politique, actualisation du débouché collectif. Il faut qu'à tout moment, on fasse converger le collectif vers ce qui est important pour lui. Aujourd'hui, il s'agirait peut-être, par exemple, de rétablir toutes les conditions de la justice, point nodal de tout, tant que la justice, elle n'est pas claire parce que il n'y a pas de chaîne pénale cohérente entre le travail des policiers, le travail du magistrat, le travail pénitentiaire, que du coup, parce qu'on cède trop de terrain d'un côté et qu'on est impitoyable, je ne sais pas, par exemple, dans la sécurité routière, eh ben, on a un sentiment d'injustice permanente, etc., etc. Il y a un travail à faire. Donc, un politique qui se respecte, qui va dire, je vais concentrer mes efforts pour que le travail de mes ministères aille vers, par exemple, première étape, ce sentiment de justice. Puis après, peut-être qu'il s'agirait de redonner justement du souffle, un élan, redonner de la fierté. Et donc, comment on crée de la fierté? Autour du patrimoine, autour de quelque chose. Vous voyez, une nation, c'est vivant. C'est vivant si on lui donne un objectif partagé à rejoindre.
parce que ça permet pas simplement de rassembler, mais d'unir. Voilà. Je vais finir un peu là-dessus, sur cette question, c'est que la mission, c'est une forme de transcendance opérationnelle. Ça unit en élevant. Oui, bah, c'est d'ailleurs des mots assez sages qu'on a vu dans pas mal d'ailleurs de traités de stratégie. On parlait justement des stratèges militaires. Il y en a pas mal qui le ressortent aussi, cet aspect humain, cet aspect de rassembler autour d'une mission et d'un objectif commun en essayant de mettre le maximum d'atouts, en tout cas en interne de son côté. Bon, on va pas faire une digression là-dessus, mais c'est un peu la question. Moi, j'ai une autre question, un peu plus positive pour le coup. On a beaucoup parlé des problèmes, des manquements, des choses qui ne vont pas. Est-ce que vous, dans votre expérience, voilà, qui commence quand même à être significative, vous avez vu des exemples, que ce soit en France, mais ça peut être aussi être à l'étranger, dans des situations, quel que soit le contexte, de structure ou d'organisation où voilà, des exemples concrets où ça, voilà, ça fonctionnait bien. Le discernement était vraiment bon, la prise de décision s'est avérée, le processus de prise de décision s'est avéré judicieux. Voilà, est-ce que vous avez des exemples en tête là-dessus, justement, où vous avez dit, vous avez pu observer, vous avez même peut-être pris part, ou je ne sais pas, vous avez dit, ah là, c'est une structure qui fonctionne vraiment bien parce que. Oui. Alors, j'aurais plein d'exemples. Il y a des exemples publics et des exemples privés. Sur les exemples publics, politiques, le problème, c'est que le système fait actuellement que souvent c'est interrompu par le système démocratique. On ne peut pas voir ça dans la durée. Voilà. Contrairement à certaines séquences, moi j'aime beaucoup l'exemple, si je reviens à très loin, j'aime beaucoup l'exemple d'Henri IV qui passe son temps dans les difficultés à rebondir pour que ça ressemble. Vous voyez, Henri IV, d'abord, il doit conquérir Paris qui lui résiste, puis il se sert de la conquête de Paris après pour poser un premier geste de pardon, donc il réoriente la France vers un pardon, etc. Donc, vous voyez, il y a une croissance continue vers quelque chose qui rassemble et qui unit justement le peuple français. Donc là, on va sur du très loin. Plus récemment, vous voyez, j'aime beaucoup l'exemple de la première ministre de Nouvelle-Zélande qui a su faire, par exemple, du Covid une occasion, non pas justement de dispersion du peuple, mais que tout le monde se rallie sur cette occasion qui est donnée, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'entraide, etc. Donc, elle a transformé cette déconvenue en élan partagé. Bon, après, ça a été interrompu par rapport à un certain nombre de raisons, mais je donne ça ponctuellement. Et quand je prends des exemples, pour moi, d'entreprises que je peux voir, ce qui est intéressant, c'est que chaque étape peut être l'occasion, effectivement, d'une manière de redémarrer. Et donc, je vois, par exemple, une entreprise où au début, il y a une association qui n'est pas forcément terrible. Bon, au lieu que l'entreprise tombe et ne se relève pas, c'est l'occasion pour le fondateur qui avait mal conçu son équipe au départ, c'est là que moi, en l'occurrence, j'interviens, de tout reconstruire en mettant chacun en perspective de la part qui lui revient, c'est-à-dire dire à chacun quel est l'endroit où il faut que tu concentres tes efforts pour que la mission reparte. Donc, on n'est pas, si je compare un peu avec le politique, dans comment je vais communiquer pour donner l'impression que je fais du bon travail, mais chacun dire où suis-je attendu d'abord pour que l'entreprise attend. Et là où je dis que c'est un bon exemple, c'est que dans le cas un des cas que je vois, ça a permis à des personnes qui étaient au même niveau de promouvoir, en l'occurrence une femme, une des leurs, qui est devenue DG parce qu'elle avait une personnalité de chef et que c'était plutôt des créatifs ou des experts. Et donc, ils ont su lui donner cette part-là. Et en lui donnant cette part-là, tout le monde s'en est senti bien parce que chacun pouvait faire son travail sur son talent propre et elle a permis de passer son temps à articuler l'effort collectif pour que ça continue. Vous voyez, par exemple. Et donc, dans ce que je peux voir en entreprise, les deux premières vertus que je vois, c'est le fait que chacun reprenne naturellement sa place plutôt que de se raconter ce qu'il n'est pas. Le fait que, voilà, le fait qu'on puisse effectivement reconnaître un chef, pas simplement grand danger français, parce qu'il a tant d'expérience, donc il faut forcément le promouvoir comme chef. C'est le meilleur commercial qu'on fait passer directeur commercial. En moralité, eh ben, il continue à vendre alors qu'on lui demande de piloter ses commerciaux. Le meilleur expert qu'on met à tout prix, chef de secteur, qui du coup devient un enfer sur terre dans la manière de manager parce qu'il croit qu'on manage les gens comme on manage des idées. Vous voyez très bien aussi tout ce que ça peut donner dans les partis politiques et dans toutes les associations qui volent en éclats avec plein de bonnes intentions. Voilà, la bonne illustration que j'ai de la vie d'entreprise comme ça, ces entreprises qui acceptent le principe que chacun aille d'abord vers là où est son talent, que chacun soit à sa place, que celui qui décide, c'est pas le plus savant ou le plus sympa, c'est celui qui sait plus naturellement décider. Donc, c'est plus un chef naturel.
Voilà. Et puis après aussi, moi j'ai accompagné beaucoup de patrons en situation, accepter le principe d'un regard extérieur qui disent, qui soupèsent les choses et qui permettent du coup de voir comment parfois on s'obstine à se battre sur un point de détail qui n'est pas du tout majeur. Tout ce que je développe un peu dans le livre, hein, sur butoir à main courante, c'est-à-dire qu'est-ce qui est non négociable et qu'est-ce qui doit être lâché, qui est capable aussi de se mettre en retrait, là où il avait tendance à être omniprésent, donc on va inhiber tout le monde. Tout le travail, pareil, de la subsidiarité, dont on parle beaucoup, mais qu'on ne met plus en œuvre, c'est des choses que moi, je peux voir en expérimentation. C'est-à-dire que je vois qu'il y a des gens qui soudainement se révèlent parce qu'on leur a enfin laissé de l'espace, etc., etc. Oui, effectivement, ce qu'on parle, c'est justement la responsabilisation des gens. C'est que des fois des gens à qui tout d'un coup on dit on donne plus de responsabilités, des fois se révèlent justement et prennent mesure de cette responsabilité et gagnent justement en expérience et en productivité, et en discernement et tout ce qu'on peut imaginer, quoi. C'est-à-dire il y a cet aspect-là. Moi justement, c'était ma dernière question pour terminer cet entretien passionnant. Pour les gens qui ne sont pas forcément ni chefs d'entreprise, ni cadres, ni chefs de secteur, ni forcément gradés à l'armée, mais qui sont des travailleurs ou des personnes de tous les jours, et donc qui ne sont pas forcément dans des situations de pouvoir ou de décider, vu que c'est un livre qui s'adresse, de ce que j'ai compris en tout cas, à tout le monde, hein, voilà, quel serait le conseil que vous donneriez au niveau de la méthode, justement, en disant qu'est-ce qu'il y a à y retenir, comment ça peut être réutilisé plus tard dans un autre contexte, comment est-ce que je peux mettre en place des choses directement maintenant, voilà, quels seraient un peu les conseils pour les gens un peu qui ne sont pas en haut de la chaîne de décision? Oui, tout à fait. La décision, elle s'appelle à tout le monde, elle s'applique à tout le monde parce que déjà, on est capitaine de soi-même, ce qui pour certains représente un effectif important. Donc, on est tous concernés par cette décision dans nos choix de vie. C'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de le mettre en place, quelle que soit sa responsabilité. Pareil, mon conseil, il sera triple. Premier sujet, c'est s'entourer de bons conseillers, qui qu'on soit. Et j'ai dit dans le bon conseiller des gens qui ne vont pas forcément nous dire ce qu'on a envie d'entendre, et capables de nous dire justement des choses confrontantes. Le deuxième conseil, à l'opposé, c'est la solitude. C'est le besoin, la nécessité de rester seul. Il n'y a pas de décision autonome et percutante sans solitude. Et les deux vertus que je verrai au moins à cette solitude, c'est que d'une part, ça permet de laisser décanter en soi l'essentiel, ça creuse en soi la cavité qui permet de trier l'événement. Ma première définition du discernement, c'est de dire, c'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Pour prendre en compte cette portée-là, pour voir ce qui est grave et ce qui n'est pas grave, pour laisser décanter en soi, et pour ça, rien de tel que la solitude. Et la solitude, quand on en sort, on a l'énergie de l'action nécessaire à la décision. J'ai dit qu'une décision se vivait dans l'énergie de l'action, et ben pour ça, il faut de l'élan. Voilà. Pour avoir de l'ascendant, il faut de l'élan. Pour avoir de l'élan, il faut du recul. La solitude permet ça. Le dernier conseil que je donnerais, c'est d'entrer dans les mécanismes de la décision. C'est là que je vais vous donner ma deuxième définition. C'est-à-dire qu'en fonction, le discernement, c'est ce que je viens d'évoquer, l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. En fonctionnement, le discernement, c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on se met tellement dans l'écoute quotidienne de tout, des autres, du contexte, du silence, qu'on finit par se laisser saisir de ce qu'il y a à faire. Donc, je les incite à travailler ce mécanisme de l'évidence. Je détaille ça bien plus en profondeur aussi dans le livre, mais de dire, il y a une part dans l'évidence, en fait, ce n'est ni un raisonnement, pour faire simple, il y a plein de trucs intermédiaires, ni un fantasme. Le raisonnement, c'est de la pure logique, donc l'esprit bat la campagne et finit par se créer des causes par pur enchaînement mental. Pour donner un exemple, on ne choisit pas son conjoint sur une liste de critères. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est le raisonnement. Et à l'opposé, il y a le fantasme, c'est que dès que je suis pris par une envie soudaine,
Dès que je suis touché par une cause, j'y vais. Ça, si je reprends l'exemple amoureux, c'est que dès que je ressens une émotion pour quelqu'un, je considère que ça a droit de citer. C'est bien, mais c'est pas suffisant. L'évidence, c'est un travail qui va jouer sur la répétition. En fait, pour savoir que quelque chose est juste, je dois savoir le repousser pour voir si ça revient de soi. On pourrait dire, hein, pour les gens au quotidien, vous voyez comment tout est lié, c'est faire la différence entre une cause et une mission. Une cause, il y a quelque chose un peu définitif, d'impératif, avec lesquels, d'ailleurs, ces causes-là, avec lesquelles il y a beaucoup d'emprises souvent. Vous voyez, tous les gens qui font des emprises dans des associations, même dans certaines communautés religieuses ou dans certains partis, vont mettre de la cause quelque chose, vont faire de la cause, pardon, quelque chose de tellement impératif qu'on n'a pas d'autre choix qu'eux. Tandis qu'une mission, ça se reçoit. On a tous des missions particulières et la première mission, c'est d'être sur son lieu de talent. Bloody Sunday a fait plus pour l'Irlande du Nord que la plupart des efforts policiers. Et donc, plus je me mets à l'écoute de la mission qui me revient, moi, vous voyez, j'en témoigne à mon niveau. J'ai commencé en aidant des gens à trouver un poste qui correspondait à leur personnalité et je suis venu aujourd'hui aller bien plus loin dans le sujet de discernement et de prise de décision parce que ça suivait naturellement un cours. Là où si j'étais parti bien en tête pour faire de la politique, je n'aurais pas du tout été à ma place et à mon avis, je n'aurais pas fait du bon travail. Et donc, le fait de savoir écouter l'évidence, le fait de savoir laisser revenir ce qui nous revient, en fait, on s'aperçoit qu'on va faire un chemin. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais passé par la finance. Tu aurais pu croire que c'était logique par rapport à ma trajectoire. Pourtant, c'est en finance que j'ai vu ce qui faisait tenir ou effondrer un monde, que j'ai pu avoir accès à plein d'acteurs clés sans lesquels j'aurais pas eu autant d'impact peut-être après dans ma manière d'aider les gens à trouver un travail ou après d'accompagner des dirigeants, etc., etc. C'était une étape qui m'a été suggérée comme une évidence intermédiaire. Voilà. Et donc, au quotidien, je ne peux pas dire mieux, plus on écoute ce qui nous revient, plus on produit le meilleur fruit. Et oui, tout à fait. C'est d'ailleurs des mots avec une prise de recul qui, des fois, dans le magma médiatique, des fois, on oublie justement d'avoir cette période justement de solitude et de recul sur voir qu'est-ce qui revient, pourquoi je suis fait, quelle trajectoire et comment ça peut. Puis après, il y a des événements qui font que, en tout cas, c'est un sujet passionnant. François Bert, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. On a bien compris que non, ce n'est pas aussi simple ça aujourd'hui. Donc, c'est aux éditions Artege. François Bert, merci d'être venu sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous. Et vous êtes évidemment le bienvenu n'importe quand. Hein. Vous êtes un ami de la maison. Et on se réjouit, voilà, pour les gens qui sont le sujet de la décision, du discernement, ça nous intéresse. Évidemment, vous avez le livre de François Bert qui est disponible. Merci beaucoup et puis à la prochaine pour une nouvelle émission. Merci à vous. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.